3, 2, 1. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre événement 100% live coproduit par Green City Immobilier et l'Immédiat. Notre thème du jour, le logement locatif intermédiaire. Eh bien, retour sur les épisodes précédents, si vous le voulez bien. Donc, avec la fin du dispositif Pinel fin 2024, un nouveau tournant s'est opéré dans le monde de l'immobilier d'investissement et dans les équilibres en matière de production de logements. Dans ce contexte, Green City Immobilier a su repérer dans la réglementation une brèche afin de rendre accessible aux particuliers le logement locatif intermédiaire, jusque-là réservé aux institutionnels. Alors comment ce montage a-t-il vu le jour? Surtout, le LLI est-il validé par l'administration fiscale? Quels sont les atouts concrets du LLI pour les investisseurs et les conseillers? Quels sont les points de vigilance et qu'il faut garder absolument en tête? Et comment construire un discours impactant autour de ce montage? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est notre programme du jour, de l'heure que nous allons passer ensemble. Et pour traiter et couvrir l'ensemble de ce sujet, eh bien, nous allons avoir le plaisir d'entendre Stéphane Aubé, président de Green City Immobilier, ainsi que Christine Daric, avocate chez BCLP. Nous aurons également en plateau et en live Raphaël Ranizio, notaire chez Optimo Juré, et Aurélie Templet, experte en location meublée chez Amaris Group. Céline Hardy également sera avec nous du cabinet Hardy Conseil, ainsi que Gilles Cric, associé et fondateur chez Essor Conseil, et enfin Loïc Sauvage, directeur général délégué chez Green City Immobilier. Eh bien, en milieu d'événement, donc nous aurons deux tables rondes au cours desquelles on va traiter l'essentiel des sujets. En milieu d'événement, nous vous proposerons de rejoindre l'espace atelier, bouton situé sur la gauche de votre écran, et à l'intérieur desquels vous allez découvrir l'actualité en matière de programme chez Green City Immobilier. Deux ateliers à choisir et qui dureront 10 minutes. Si vous avez des questions, je vous le rappelle, nous sommes en live et n'hésitez pas donc à les poser ces questions dans le chat. Nous y répondrons tout au long de l'émission. Et alors, nous sommes en live. Nous sommes en direct. Je peux d'ailleurs saluer Lucille, Yves, Jean-Paul, Franck. Merci pour votre présence ce matin. Malheureusement, Stéphane Aubé, pour des questions d'agenda, ne peut pas être avec nous en live et nous avons enregistré son édito à l'intérieur duquel il revient sur l'évolution du marché en matière de logement, les atouts du dispositif LLI. Je vous propose de découvrir cet édito, 10 minutes, et on se retrouve en live juste après avec nos experts notaires, avocats et experts comptables pour rentrer dans le cœur du sujet du LLI. À tout de suite. Alors, en France, on a un dispositif un peu particulier qui est un peu unique, qui s'appelle la VEFA, la vente en état futur d'achèvement. Et donc, c'est un dispositif qui existe depuis 1967. Et la particularité de ce dispositif, donc de vente en état futur d'achèvement, c'est que pour passer chez le notaire, on a besoin de ce qu'on appelle une garantie financière d'achèvement. Et cette garantie financière d'achèvement, elle est donnée soit par un assureur, soit par un banquier. Donc c'est un dispositif hyper vertueux parce qu'elle protège aussi bien le propriétaire qui va acheter un appartement, où il aura la certitude que son appartement il sera terminé quoi qu'il arrive, même si le promoteur fait faillite, il sera terminé par l'assureur ou par le banquier. Et puis c'est un dispositif qui est très sécurisant également pour le promoteur, parce que ça l'empêche de commencer des opérations sans avoir ces 40 à 50% de pré-commercialisation nécessaires pour avoir cette garantie financière d'achèvement. Et historiquement, et depuis plus de 40 ans, en fait, on obtenait cette pré-commercialisation par l'investissement locatif. Pourquoi ? Parce que le client qui achète un investissement locatif, il n'est pas forcément pressé d'être livré dans les 12 mois. Et donc, il se positionne au début de l'opération, 24 mois avant la livraison. Alors que le client qui va acheter en accession à la propriété, lui, il ne se voit pas trop attendre 24 mois pour avoir la livraison de cet appartement. Donc en fait, lui, en vrai, il se positionne quand les travaux ont démarré et il imagine en effet qu'il va habiter dans 6, 12, 18 mois maximum. Voilà. Donc c'est pour ça que l'investissement locatif au particulier est essentiel pour la réalisation d'un programme de promotion immobilière. Et en plus, il répond à un besoin, puisqu'en effet, on a une demande locative en France assez exceptionnelle, et notamment alors, dans les territoires où Green City travaille le plus, c'est-à-dire l'aire urbaine toulousaine ou l'Île-de-France, mais également le pays genevois et Pays de Loire.
on a une demande locative très importante et de plus en plus importante. Et on voit depuis quelques années, en gros depuis 2019, que la baisse des permis de construire est arrivée et qu'on a une tension locative de plus en plus forte partout en France. En fait, depuis fin 2022, on sait que le Pinel est terminé, puisqu'il était programmé de se terminer fin 2024, et ça on l'a eu dans le projet de loi de finances 2023, c'est-à-dire de fin 2022. Donc début 2024, nous on s'est posé la question comment on va faire pour pouvoir démarrer de nouvelles opérations si on n'a plus de dispositif pour l'investissement locatif aux particuliers, puisqu'on sait très bien, et on l'a vu aux grandes dames, je pense, de notre président, que les investisseurs institutionnels ne prennent pas le relais sur l'investissement locatif, puisque c'est vraiment un produit qu'affectionne particulièrement le particulier, mais pas forcément les institutionnels. Début 2024, donc, j'ai rencontré Christine Daric, qui est une avocate fiscaliste spécialisée en fiscalité de l'immobilier, qui travaille beaucoup avec Lone Star, qui est notre associé sur Green City Immobilier. Donc on s'est rencontrés pour échanger sur les 6 jeux d'immobilier, et je ne savais pas ce qu'elle allait me raconter, et je pense qu'elle non plus ne savait pas ce qu'elle allait me raconter. Et puis en échangeant, on s'est aperçu en effet que je lui ai parlé du LLI, puisque en effet je faisais du LLI, mais plutôt vendu à des bailleurs institutionnels, et elle m'a dit, eh bien, le LLI en fait est devenu éligible aux particuliers par le projet de loi de finances 2024. Voilà. Donc ça a été un peu le début de l'aventure. Alors nous, comment on s'est approprié ce LLI pour le particulier? D'abord, on a vérifié comment ça pouvait tourner dans un bilan de promotion, puisqu'il y a en effet cette réduction du taux de TVA qui passe de 20% à 10%. Mais ensuite, le calcul qu'on a fait, c'est il faut qu'on vende ce logement et que la simulation financière, ce soit la même que lorsqu'on faisait un Pinel ou un Pinel Plus. Et donc, en fait, on a calibré le prix de vente en fonction de la simulation financière et on a regardé comment ça pouvait matcher avec nos bilans de promotion. Alors, donc, il a fallu en effet apporter quelques modifications à nos bilans. D'abord, il a fallu en effet parier sur le fait que le prix des terrains allait baisser, puisque sinon, en effet, nos bilans ne fonctionnaient pas. Parier sur le fait que le prix des travaux allait baisser, et c'est ce qui se passe, parce que la conjoncture est morose et que donc forcément les entreprises de bâtiment font des prix plus intéressants pour qu'on puisse quand même démarrer des opérations. Et puis il y a évidemment ce taux de TVA de 10% au lieu de 20% et qui est un gros avantage sur le prix de revient du logement. Et puis enfin, on a un peu baissé nos marges pour arriver finalement à faire des prix de vente par rapport à ce qu'on vendait en 2024, quasiment 15% inférieurs à ce qu'on faisait par rapport à 2024. C'est vrai que depuis 2009, entre guillemets, on a tous été un peu drogués à l'économie d'impôt, puisque le dispositif fiscal qu'avait mis en place Sarkozy en 2009, qui s'appelait le cellier, c'était plus un amortissement, comme on avait eu sur les dispositifs précédents, Périsol, Besson, de Robien, mais on était parti sur une réduction d'impôt. Alors, c'était super, on en a tous profité, nos clients aussi, mais finalement, ça banalisait un peu l'acte de vente, entre guillemets, même si c'était pas facile pour autant, mais ça banalisait un petit peu l'acte de vente. En plus, on a eu des taux d'intérêt qui étaient hyper bas, donc forcément que ça facilitait. Mais ça mettait plus complètement le vendeur au cœur, finalement, de l'acte de vente de nos produits d'investissement locatif. Voilà. Et moi, ce que je trouve bien avec ce LLI, finalement, on retrouve un peu les méthodes de vente qu'on utilisait lorsqu'on vendait du Périsol, lorsqu'on vendait du de Robien, lorsqu'on vendait du Besson. Et donc, il y a un conseil qui est plus important que ce qu'on faisait quand on faisait de l'économie d'impôt, c'est-à-dire le cellier, le Duflot, le Pinel. Donc, moi, je pense que ce dispositif, il est très bon parce que ça remet finalement le vendeur au cœur du sujet. Alors, il est fondamental parce que, d'abord, avec ce LLI, finalement, l'avantage fiscal, on ne l'a pas au bout de 9 ans, on l'a le jour où on achète. Puisque déjà, on achète 15% moins cher que ce qu'on achetait en 2024. Et en plus, et ça c'est un avantage énorme, qu'on ne prenait pas tout à fait en compte lorsqu'on faisait du Pinel ou du Pinel Plus, c'est la taxe foncière. La taxe foncière, sur 20 ans, ça représente plus de 12% du prix d'un appartement, en ne considérant une revalorisation que de 1,5% par an. Et on sait très bien que ce n'est pas du tout ça, que la taxe foncière, elle se revalorise plutôt de 10% par an que de 1,5%. Voilà. Donc, entre l'avantage fiscal finalement de 15% au niveau du prix d'acquisition et les 12% de taxe foncière qu'on économise, ça fait un avantage fiscal de 27%.
où on était maximum à 21% lorsqu'on était en Pinel+. C'est pas moi qui décide, mais ce qu'on a l'impression de voir actuellement, c'est que s'il y a un dispositif, et c'est absolument pas sûr qu'il y en ait un, s'il y a un dispositif, d'abord, il sera dans le projet de loi de finances 2026, et s'il y a un dispositif, notre sentiment, et le sentiment des professionnels, c'est qu'il sera basé sur le LLI. Alors, ça sera une déclinaison du LLI, sous quelle forme, on ne sait pas encore, mais en tout cas, l'avantage du LLI, c'est que c'est un dispositif qui est politiquement accepté par l'ensemble de la classe politique. Et ça, c'est déjà, donc c'est pour ça que c'est important d'essayer de surfer sur ce LLI pour essayer d'obtenir quelque chose en plus, même s'il n'y a aucune certitude à ce jour. Ils ont raison parce que c'est, entre guillemets, le produit d'investissement locatif, à mon sens, le meilleur pour leurs clients, parce que c'est pas un produit compliqué, c'est pas un produit sophistiqué, c'est un produit avec un besoin locatif évident. Alors, je sais que certains professionnels se lancent sur le meublé. Le meublé, c'est très bien lorsqu'on est, à mon avis, en résidence étudiante. Lorsqu'on est sur du logement familial, je ne pense pas qu'il faut imaginer qu'on parte sur du meublé. Voilà, donc c'est un produit simple, pas sophistiqué, et qui va se décliner probablement sur un futur projet de statut du bailleur privé s'il existe. Voilà. Et puis pourquoi, en effet, vous tous présents ici avez raison d'y aller, c'est que tous les promoteurs s'y mettent. On a été initiateurs, on a été les premiers à le faire, mais maintenant tous les promoteurs s'y mettent. On a beaucoup échangé avec les promoteurs nationaux, Bouygues s'y est déjà mis, Nexity s'y met, ICAD s'y est mis, Cogedim s'y est mis, donc tous les promoteurs nationaux s'y mettent et les promoteurs régionaux également s'y mettent. Donc je pense que c'est vraiment le produit d'avenir, en tout cas pour cette année, et je pense pour les années futures, parce qu'il y a une probabilité assez forte que le statut du bailleur privé se décline sur ce LLI. Ils vont assister à un retour d'expérience, d'abord à une table ronde avec 3 experts, donc Christine Daric, qui est l'avocate qui nous a fait découvrir le LLI, Raphaël Ranizio, notaire, et Aurélie Templet, donc, qui est expert comptable. Et ensuite, une deuxième table ronde donc, avec Loïc Sauvage et les commercialisateurs, qui vont vous faire part de leur retour d'expérience et des premières ventes qu'ils ont fait en LLI, et je pense qu'ils vont vous convaincre de la pertinence de ce produit. Et nous voilà de retour en direct pour notre première table ronde donc avec nos experts. Donc merci à tous. Je vois que le chat est bien animé. Donc, et la zone de Toulouse est effectivement soit attaquée, défendue par les autres. Donc en tout cas, merci pour votre engagement. Je crois qu'il y en a qui réclamaient du concret. Je pense qu'on dans l'édito, on en avait pas mal. Mais on va encore rentrer dans le cœur du réacteur avec nos 3 experts que je vais vous présenter tout de suite, à commencer par Christine Daric. Bonjour Christine. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bienvenue, vous êtes avocat associé chez BCLP, cabinet d'affaires international. Raphaël Ranizio, bonjour Raphaël. Bonjour à tous. Vous êtes notaire chez Optimo Juré et Aurélie Templet. Bonjour Aurélie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bienvenue, et vous êtes directrice générale chez Amaris Group. Eh bien écoutez, ravi de vous avoir donc, pour cette table ronde qui devrait se tenir sur 20-25 minutes. L'idée c'est de rentrer dans les spécificités du dispositif. Christine, on commence avec vous. Vous êtes surnommée Madame LLI. Pouvez-vous nous retracer peut-être les étapes clés qui nous ont amené justement à avoir ce dispositif aujourd'hui à portée de main? Oui, bien sûr. Alors le LLI, historiquement, c'est un régime qui a été créé à destination des investisseurs institutionnels, avec l'idée derrière de pouvoir donner accès à des logements, à des ménages modestes. Voilà. Et après une petite dizaine d'années de pratique du LLI, le gouvernement a souhaité flécher l'épargne privée vers cette classe d'actifs et donc a étendu le champ d'application des personnes qui peuvent procéder à une acquisition de LLI dans la loi de finances pour 2024. Voilà. Donc avant 2024, seuls les institutionnels, personnes morales détenues elles-mêmes par des personnes morales pouvaient accéder et acquérir des LLI. À compter du 1er janvier 2024,
le champ d'application a été étendu à toute personne morale, quelle que soit la détention de ces personnes morales, et notamment aux SCI à l'IR, c'est-à-dire des structures qui sont détenues par des particuliers, mais également à des structures qui sont ouvertes au public, comme les SCPI, par exemple. Alors, c'était passé un peu en dessous des radars, parce que peut-être qu'il restait encore la Pinel. Vous avez identifié en fait cette possibilité, mais en effet, dès début 2024, ça aurait été possible. En fait, j'ai fait mon boulot d'avocat fiscaliste. J'ai lu la loi. Chaque année, on a une loi de finances. Elle adapte les textes. Et au regard de l'adaptation des textes, on se dit, quand on a un client qui vient vous voir et qui vous dit, écoute, j'aimerais bien trouver une solution à une problématique, à ce moment-là, on fait une analyse. Et c'est ainsi que j'ai pu, en collaboration avec Green City, mettre en place un dispositif qui permette de faire du LLI à destination des particuliers. Alors la particularité, c'est que quand on regarde l'exposé des motifs de la loi de finances pour 2024, on parlait de flécher l'épargne des particuliers vers le LLI, mais avec une gestion d'institutionnel. Donc, nous avons tout de suite, dès le mois de juin 2024, avec Stéphane Aubé, pris la décision de demander à l'administration fiscale de valider cette possibilité d'avoir des SCI à l'IR détenus par des particuliers afin de sécuriser la position et d'être certain de ne pas être critiquable du point de vue de l'administration fiscale. Via un rescrit. En sollicitant exactement l'obtention d'un rescrit, voilà, que nous avons obtenu en novembre 2024. Et comme le disait très justement Stéphane tout à l'heure, au départ, on l'a un petit peu gardé pour nous pour mettre en place un dispositif qui permette d'avoir un peu d'avance et puis surtout de défricher finalement. Et on a quand même défriché le terrain. Et on l'a diffusé beaucoup plus largement début 2025 en le partageant avec les petits camarades promoteurs. Voilà. Très bien. Et sauf que du coup, cette question du rescrit, si on doit juste pousser un peu plus loin, il y avait la question de savoir si on devait raisonner par programme. Et là, maintenant, en fait, la question est complètement réglée grâce justement à une nouvelle au BOFIP, c'est ça? Exactement. Alors, dans la demande de rescrit, on avait mis de manière extrêmement claire qu'on souhaitait commercialiser le dispositif auprès des investisseurs particuliers de manière un peu large. Et dans une doctrine administrative du 2 avril 2025, l'administration fiscale a confirmé la possibilité d'appliquer ce dispositif aux SCI qu'elle a qualifié de patrimoniales, c'est-à-dire des SCI qui sont détenus par des familles, par des personnes physiques, enfin toutes les... Donc plus besoin de rescrit. Plus besoin de rescrit. Et là, sur le cadre juridique, il n'y a plus de questions. Il y a aucune... En fait, sur le plan technique, pour être totalement honnête, je n'avais aucune incertitude. C'est simplement que nous souhaitions conforter aussi les personnes qui nous faisaient confiance en obtenant ce rescrit. Merci d'avoir posé le cadre. Raphaël, en tant que notaire, quels sont justement, rappelés, peut-être, on parle du LLI depuis tout à l'heure, on n'a pas vraiment rappelé les avantages, donc peut-être les rappeler. Alors l'intérêt du dispositif LLI, c'est que c'est un mode d'acquisition et de transmission d'un bien immobilier locatif en optimisation fiscale et sur un double niveau. Le premier niveau, il est à l'acte, lors de l'acquisition. On vient de l'évoquer, c'est une personne morale qui va devoir acheter. C'est vaste, ça peut être une société civile comme une société commerciale. Et il y a un gain de 10% à la signature de l'acte. D'accord ? Le deuxième intérêt, c'est qu'il y a une compensation qui va être opérée de la taxe foncière par une créance d'impôt sur les sociétés. Créance, tout à fait, pendant 20 ans. Pour les sociétés qui sont donc à l'impôt sur les sociétés, et pour celles qui sont à l'IR, c'est un remboursement de la taxe foncière. Alors ça peut paraître anecdotique ou marginal, ça ne l'est pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça permet de flécher son investissement quel que soit l'endroit en France, et donc on peut faire peut-être un investissement plaisir, un endroit qui est malheureusement fortement imposé sur les impôts locaux. Et le deuxième, c'est d'avoir une bonne lisibilité de la rentabilité, puisque cette créance d'impôt, on y reviendra fiscalement, on va pouvoir l'optimiser, permet de se mettre à l'abri des hausses de fiscalité locale qui sont constantes depuis les dernières années.
Oui, c'est ça, on minimise souvent en fait, Exactement. l'impact, Exactement. on va en reparler sur la table ronde suivante, mais on minimise cet impact. Peut-être, la contrainte, c'est en zone tendue, loyer plafonné, peut-être de rappeler. Mais là, on a une transposition du dispositif qui existait sous Pinel, ce qui fait que le marché locatif est large et les potentiels locataires aussi. Oui. Voilà, c'est vrai que les loyers sont plafonnés, les locataires doivent répondre à des conditions de ressources, mais ce n'est pas vraiment un obstacle, ça. Le LLI n'est pas restrictif à cet égard. Juste pour finir sur l'acquisition, le gain, on l'a compris, donc c'est 10% dès la signature de l'acte. Je rappelle que comme c'est un achat en VFA, on bénéficie de frais d'acte réduits. Pour un produit vendu 200 000 €, ce n'est pas tout à fait 2%, les frais d'acte. Alors que si l'investisseur veut arbitrer avec un investissement dans l'ancien, nous avons malheureusement subi une hausse des droits de mutation au 1er avril, qui fait que pour le même prix de 200 000 € investis, il va payer plus de 8,4% de frais. Voilà, c'est important. Et le dernier, il n'est pas négligeable non plus pour la rentabilité de l'investissement. Je rappelle que là, c'est un bien neuf qui répond à toutes les normes, notamment environnementales, qui permet d'être à l'abri des interdictions de location qui pèsent sur l'immobilier ancien et sur les gros travaux qui sont envisagés au travers de ce qu'on appelle les DTG et les PPT, pour parler des termes techniques, sur les immeubles anciens. Donc il y a vraiment un effet d'aubaine fiscal. Et le deuxième niveau, même si on va y revenir, c'est que comme l'acquisition a été effectuée par le truchement d'une société, souvent ce sera une SCI, et bien ici on a une formidable opportunité de continuer d'arbitrer ou d'initier une transmission de patrimoine. Oui. Et on sait que la SCI est un excellent véhicule juridique pour diverses raisons sur lesquelles peut-être on va revenir. Oui, on va revenir dessus. Bah justement, parlons-en de société. Donc ça, c'est la nouveauté quand même dans le montage, c'est la constitution d'une société. Alors SCI, ALIR, LIS, SARL de famille, enfin quelles sont les différentes possibilités, Aurélie? Eh bien, les trois qui ont été évoqués, effectivement, sont possibles. Après, on va quand même se poser la première question, c'est à quoi on va destiner son activité locative. On ne l'a pas précisé, mais on peut très bien faire de la location vide comme de la location meublée. Et comme on est sur des loyers plafonnés, on va pouvoir profiter d'un loyer bonifié en location meublée qui va déjà être d'un forfait de 50 € et on va pouvoir aller chercher 14,60 € par pièce supplémentaire à partir du type 2. Donc pour des territoires tendus où on cherche aussi à optimiser le loyer, eh bien on va pouvoir aussi s'intéresser à la forme de location qu'on va mettre derrière. Et ensuite, en fonction de l'activité locative qu'on va dédier, eh bien on va choisir la forme, la structure juridique. Donc SCI, si on est plutôt dans un régime de location vide, donc dans la continuité de ce qu'on connaissait sur les Pinel, eh bien en fait location vide et SCI, c'est un raisonnement plutôt classique ou spontané. Si on est en location meublée, on va peut-être aller chercher la SARL de famille pour pouvoir profiter du régime LMNP à travers la SARL, mais à condition évidemment d'avoir des associés qui sont membres de la même famille. On sera aussi très vigilant sur la partie gérance, puisque dans une SARL, on est une société commerciale, donc il y a un petit point qui est quand même un point d'attention extrêmement fort, c'est de se dire, le gérant, s'il est gérant majoritaire, il va avoir des cotisations sociales. C'est probablement pas ce qu'on souhaite pour notre investisseur immobilier. Donc on veillera à avoir un gérant non majoritaire, égalitaire. Et attention, le collège de gérance s'apprécie au sein du foyer. Donc vraiment dans le conseil qu'on doit avoir en tant que professionnel, c'est ce point-ci pour la location meublée. Mais on peut aussi tout à fait imaginer une société civile à l'impôt sur les sociétés, donc qui pourrait héberger pour le coup location meublée ou location vide. La société civile à l'impôt sur les sociétés n'est pas incompatible avec la location meublée, puisque la location meublée destinée à l'habitation, ça reste une activité civile. Donc très souvent, on se pose cette question, donc il n'y a pas d'incompatibilité sur ce point. Et dans les faits, c'est ce que vous voyez, c'est grosso modo quand même 80% des cas, c'est quoi? C'est de la SCI, c'est ça Oui. Alors après, c'est toujours pareil, il faut être accompagné, je pense, par un notaire, un avocat, un expert comptable. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en se levant le matin, en trouvant tout seul la solution. Puis ça va dépendre à chaque fois de votre patrimoine, de votre profil d'investisseur. Il y a beaucoup de paramètres quand même à identifier en amont du montage, mais ça reste quand même assez souple. Finalement, on vient de l'évoquer, il y a plusieurs possibilités d'acquisition. On me pose la question, Dominique, dans le chat, les droits de mutation restent-ils réduits malgré l'acquisition via une SCI par rapport au neuf? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Okay. Ils n'ont pas augmenté surtout. Et justement, on a des questions sur la question de la liquidité et sur la durée des tensions. Peut-être revenir là-dessus, Christine, parce qu'on a eu plusieurs dates. Qu'en est-il exactement? Alors, historiquement, en fait, ce que vous dit le texte, c'est que si pendant une durée qui va jusqu'à 16 ans, vous cédez l'actif, c'est-à-dire que la SCI cède l'actif, à ce moment-là, il y a un complément
d'imposition qui doit être payé sur le prix d'acquisition, puisque au moment de l'acquisition, on a payé une TVA avec un taux intermédiaire de 10% au lieu de 20%. Donc on vous dit, oui, la contrepartie de ça, c'est que vous devez vous engager à louer pendant une certaine durée. Donc, et cette durée, c'est jusqu'à la 16e année. Donc, l'administration avait précisé dans sa doctrine qu'on pouvait céder à compter de la 16e année. Elle a modifié sa doctrine à compter du 1er avril. On n'est pas sûr que ce soit maintenu, donc nous, on a une veille très importante sur le sujet. Mais en l'état actuel du texte aujourd'hui, on ne peut céder qu'à compter de la 17e année sans encourir cette sanction de devoir repayer 10% à l'acquisition. Mais intuitivement, ce n'est pas vraiment un sujet. Parce que déjà, historiquement, les durées de détention des investissements locatifs sont généralement d'une période assez longue. Et ça n'empêche pas d'avoir une liquidité sur les parts sociales de la SCI. Et c'est ça la beauté du truc. Et c'est ça, ouais. C'est que, certes, la SCI, si elle vend l'immeuble, elle va devoir payer un complément d'imposition, mais rien n'empêche quelque part l'associé de la SCI de céder la part de la SCI à un tiers qui lui-même reprend l'engagement résiduel pour la période qui reste à courir des 16 années. La liquidité se fait au niveau des parts de la structure et non pas au niveau du bien. Exactement. Voilà. Et justement, et peut-être on peut aller plus loin, c'est-à-dire que dans le cas d'un couple, historiquement, Pinel, qui se séparait, bon, c'était possible, mais loin d'être simple, sans requalification. Là, entre guillemets, si la question se gère au niveau des parts, quel est, vous, votre avis en tant que notaire, Raphaël ? Je pense qu'en effet, Christine l'a expliqué, il n'y a pas de problème de liquidité du produit, c'est très souple, il y a des solutions de sortie. Après, si vous évoquiez le cas du décès, du divorce, alors il faut rappeler quand même que celui qui achète, c'est la SCI. Hein, c'est une personne morale. Hein, donc voilà. Donc il n'y a pas de dispositif aujourd'hui dans le BOFIP qui nous permette d'avoir des sorties, on va dire, sans punition fiscale en cas de décès, de divorce ou de surendettement. Bon, on ne sait pas si ça viendra. Christine veille sur ce BOFIP, il participe. Peut-être qu'il y aura des précisions, mais pour autant, on a des solutions. Encore une fois, je rappelle que le deuxième niveau de l'optimisation, c'est la transmission. Donc, si on divorce, on a quand même souvent des enfants, on a quand même une transmission qui peut se poser. Et si c'est un décès, la transmission, elle est automatique là. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment un problème. En tout cas, ça ne va pas être un frein à l'acquisition à LLI. Ça. Mais c'est ça, mais c'est que la liquidité, il faut l'avoir au niveau des parts sociales et non pas au niveau du bien. Voilà, et si je peux ajouter et compléter ce qui vient d'être dit, c'est que même si la SCI, admettons, prenait la décision de vendre, elle peut aussi prendre cette décision parce que le marché est ultra porteur et qu'au bout de 10-12 ans, elle a vu la valeur de son bien augmenter et se dire, ok, j'ai fait une plus-value par exemple de 30% sur mon bien, ok, je vais payer 10%, mais il me restera quand même encore mes 20% dans la poche. Donc, elle peut parfaitement avoir cet arbitrage, d'autant plus que le LLI, c'est là où je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très vertueux, c'est que on ne peut créer du LLI que dans des zones tendues. Où, par hypothèse, il y a une demande de logement. Bien sûr. Et donc, et c'est bien parce qu'il y a cette demande de logement qu'il a fallu créer un dispositif pour permettre aux ménages modestes de pouvoir avoir accès au logement. Claire. Voilà. Aurélie, on a pas mal de questions sur les formes de structure. Est-ce que SAS c'est possible, SASU c'est possible? Si je suis seul, que faut-il privilégier comme... Est-ce qu'on peut faire une petite photographie par typologie d'investisseurs et peut-être société à mettre en face, même si évidemment c'est pas précis, mais... Alors dans le BOFIP, toutes les formes d'activité commerciale, de société commerciale, sont éligibles à ce type d'investissement. Ça, il faut l'avoir. Après, très souvent, ce qu'on va identifier, si on essaie d'avoir des personas par rapport aux investissements, je dirais qu'à l'IR, on va plutôt être sur des profils location vide avec une faible tranche marginale d'impôt, ou alors des personnes qui ont peut-être déjà du patrimoine immobilier avec du déficit foncier par ailleurs, donc ça se combine très bien. Après, sur des profils avec des tranches marginales d'imposition plutôt à 30%, on ira plutôt chercher soit effectivement de la location meublée pour profiter des revenus non fiscalisés via la SARL, ou alors une société à l'impôt sur les sociétés, de sorte à échapper aussi à cette taxation qui serait difficile peut-être à supporter au niveau du foyer. Et
Oui. Après, pour revenir sur la forme, la SASU, par exemple, on pourrait imaginer que Ouais. ce soit possible. J'apporterai juste un point de détail, c'est que la SASU a la vocation à avoir une activité commerciale et qu'on est en train de dire que l'activité de location proposée est une activité civile. Oui. On a quand même une petite incohérence sur le sujet. Donc c'est pas privilégié, seul. C'est et si pas on la est meilleure seul, option. Bah, si on est seul, c'est uniquement la SASU. Hein. Ouais, ouais. C'est la seule structure qui permet d'investir en personne morale identifiée. D'accord, donc il faut trouver un collègue pour le faire. Justement, le fait de rajouter une structure par rapport à ce qu'on connaissait historiquement, on peut se dire que voilà, ça complexifie un peu ce type de montage et peut-être ça l'alourdit en termes de charges. Peut-être un mot là-dessus? Alors, pas forcément. Alors déjà, j'aimerais aussi préciser qu'il y a certains, aujourd'hui propriétaires, ou personnes en tout cas, qui détiennent déjà des structures. Donc parfois, on n'est peut-être pas obligé d'aller créer une structure complémentaire. On pourrait très bien avoir sa propre holding qui pourrait investir directement si l'objet social le prévoit. Donc, on peut peut-être prévoir des extensions de l'objet social et auquel cas on alourdit rien derrière, ni en termes de démarche ou autre, à part des flux à transmettre à l'expert comptable. Le point d'attention, c'est évidemment de bien préciser que le propriétaire, cet investisseur, doit spécifier à son expert comptable qu'on est dans un dispositif LLI, puisqu'il va avoir des démarches complémentaires à réaliser, notamment pour le demande de remboursement de créances sur la taxe foncière, et puis aussi sur les points d'alerte et de conseil qu'il va avoir sur la partie locative et le respect du plafond des loyers. Après, par ailleurs, si la personne n'a pas de structure, eh bien évidemment, il va avoir cette constitution de société et qui d'ailleurs est prise en charge par Green City aujourd'hui. Et après, des frais comptables. Sur les frais comptables, si on prend l'enveloppe, il faut compter bon an, mal an, 500 € et ne pas oublier les formalités juridiques d'une société, puisqu'on a forcément une assemblée générale, une affectation de résultats qui doit se faire. Et là, les cabinets d'expertise comptable sont là aussi pour les accompagner, tous ces investisseurs. Ok. Et c'est déductible des revenus locatifs. C'est ça. Je vais vous poser les questions un peu en rafale. On va essayer d'y répondre de façon plus synthétique parce qu'il y en a beaucoup. La taxe foncière peut-elle être déductible en plus du crédit d'impôt octroyé? Non. Non. Non, Okay. non, il n'y a pas de double effet qui se coule. D'accord. Bon, voilà qui est clair. Personne morale commerciale pour SRL, on en a parlé. Toute personne morale, j'ai vu, on a fait les droits de mutation. Rénovation totale de logement, est-elle éligible? Donc j'ai vu une autre question. J'ai de l'ancien, je casse tout à l'intérieur. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ça marche, d'accord. Il y a des conditions à respecter, hein, mais rapidement. on va pas. Ouais, non, d'accord. Pouvons-nous faire un montage? Donc on l'a vu, montage en SARL de famille en location nue. Non, absolument pas. La SARL, c'est une société commerciale. Elle doit avoir des revenus de source BIC à l'intérieur, sinon elle bascule à l'impôt sur les sociétés. Donc c'est vraiment à proscrire. D'accord, très bien. Voilà qui est clair. Écoutez, je pense qu'on en a quelques-unes, on a fait. Comment se passe la plus-value à la revente? Comment se passe la plus-value à la revente? Ça va dépendre du régime fiscal de la société, soit société de personnes, impôt sur le revenu, soit société soumise à l'impôt sur les sociétés. Alors évidemment, il y a quand même un point de vigilance, mais c'est pour ça que tout à l'heure j'expliquais qu'il y a une réflexion à mener en amont. C'est que l'impôt sur la plus-value pour les particuliers, l'IR en tout cas, on connaît la sortie, c'est 30 ans. Pour l'IS, c'est plus compliqué. Donc il faut être assez vigilant, même si on n'a pas une boule de cristal au moment où on signe l'acte, mais il y a quand même une réflexion globale à mener. Voilà. Donc il n'y a pas non plus un système qui permet de ne pas payer de plus-value. Si c'est ça l'objectif à chercher, non, que ce soit à l'impôt sur le revenu. Peut-on louer un associé de la SCI? Alors, on doit aller à une personne physique qui doit destiner ce logement à sa résidence principale, qui doit répondre à des conditions de ressources avec un loyer plafonné. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'interdiction, vous voyez, par exemple, de louer dans un cercle familial comme on avait pour d'autres dispositifs. Néanmoins, il me semble quand même que d'aller, vous voyez, louer à un associé qui, par hypothèse, a un plafond de conditions de ressources, on dévoie un peu le système. En tout cas, moi, je ne le recommanderais pas. Avec le micro. Et il y a cet aspect-là. Sur une SCI existante, est-ce qu'on peut du coup l'intégrer dans une SCI déjà existante, pas forcément obligé de la créer? Bien sûr. Parce que du coup, il y a quand même pas mal de
Peut-être rebondir sur la question de la SCI, vous qui connaissez, enfin, vous traitez beaucoup de cas, la SCI aussi a quand même une très bonne image vis-à-vis du particulier quand même. Il faut peut-être le rappeler aussi, ça, non? C'est son premier réflexe à l'investisseur. Nous, on fait à peu près 15 000 rendez-vous conseils par an. La première question qui nous est posée, c'est est-ce que j'ai fait le bon choix d'acheter en nom propre ou est-ce que je dois monter une société? D'accord. Alors, sans doute pas pour toujours de bonnes raisons. Oui, oui. C'est ce qu'on leur dit. Vous devez Mais ça a toujours plutôt une avoir bonne un image, je veux dire. C'est une très bonne image. Ouais. Ça flatte l'ego de Oui, l'investisseur. oui, c'est ça. D'accord. Ils doivent avoir un objectif. Le LLI étant un objectif, donc il coche une case et donc la société Ouais. répond. J'ajouterais que c'est une société civile, donc c'est-à-dire qu'elle est quand même largement affranchie de beaucoup de contraintes qui pèsent sur les sociétés commerciales. Ça explique aussi un peu le succès de ce genre de structure. Je vais proposer un petit mot de la fin, mais je ne résiste pas à prendre la question de ce cher Harry Martin. Comment arbitrer entre SCI à l'IS et SARL de famille et quid de patrimoine existant? Parce que Harry ne fait pas de phrase. Et donc, qui veut répondre? Ben, en fait, déjà, je pense qu'il faut regarder l'activité. C'est toujours un sujet. Est-ce qu'on est en location meublée ou en location vide? On a déjà une première orientation. La SARL de famille avec une activité de location meublée, c'est pertinent. Et après, c'est peut-être c'est aussi du cas par cas, en fonction de la situation du foyer. Il n'y a quand même pas de réponse toute faite. C'est pas toujours binaire. On aimerait bien que ça le soit, mais... Bon, écoutez, le temps tourne, parce qu'on a une table ronde également à suivre derrière. Juste quand même un mot pour conclure. On a entendu votre conviction par rapport au marché de l'immobilier. Raphaël, peut-être justement, vous, votre conviction sur ce dispositif, et vous l'aviez évoqué justement avec la dimension de la taxe foncière, qu'on ne prend peut-être pas, mais peut-être, voilà, bon, mot de la fin, si vous voulez bien, votre vision par rapport au dispositif. Aujourd'hui, l'investisseur, il a le choix entre, on va dire, l'immobilier ancien, l'immobilier neuf. L'immobilier neuf, on l'a compris avec la fin du Pinel, il n'y a plus vraiment de système attractif, en tout cas fiscalement. On a le LLI, on vient d'exposer les intérêts, et après l'immobilier ancien, ça demande, je pense, actuellement, d'être un peu plus aguerri, puisqu'on a quand même des contraintes sur l'immobilier ancien, entre la hausse des taxes, les contraintes liées à la rénovation énergétique, des charges de copropriété qui sont très élevées, donc c'est quand même plus délicat. Alors moi, je conseille toujours un panachage quand les gens le peuvent, il faut toujours un peu de l'ancien, un peu de neuf, mais je pense que le LLI doit s'imposer un peu naturellement. On a vu quand même qu'il n'y a pas des freins exceptionnels, c'est quand même très souple, même par la forme de la société, dans le régime fiscal. Enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup de tiroirs qui peuvent permettre à de nombreux potentiels investisseurs de pouvoir faire un achat en LLI. Claire, et on va le voir avec justement des personnes qui sont sur le terrain. Peut-être Aurélie, un petit mot pour conclure. Donc vous accompagnez sur la création des SCI et sur le suivi, c'est ça? Enfin des sociétés, Ouais. pardon, et le suivi. La gestion comptable, pardon, c'est quand même un point à ne pas oublier. Trop de sociétés, on en parlait avec Raphaël, trop d'investisseurs ont des sociétés pour lesquelles ils ne réalisent pas de comptabilité. Et en fait, ils perdent tout le sens et tout l'objectif de leur structure, puisque... Et c'est pas hors de prix, c'est pas hors de prix de faire le suivi. C'est pas hors de prix. Je vous dis, à 500 €, vous avez une option comptable avec des experts dédiés sur ce secteur d'activité. Donc, Très clair. Si je Oui. Juste sur ce point est très important parce que j'ai beaucoup de clients qui ont fait des SCI, qui après viennent me voir pour une transmission, et quand je leur demande que je veux une attestation de l'expert comptable sur la valeur départ, ils me disent qu'ils n'ont pas d'expert comptable. Ils n'ont pas de bilan, ils n'ont pas fait de bilan sur des SCI qui ont parfois 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance. On fait une structure, une personne morale. Certes, elle est beaucoup plus légère qu'une société commerciale, mais il y a un minimum à faire, du secrétariat juridique sur la société aussi, et un bilan comptable. Voilà. Ça, c'est pour vraiment qu'on ait une totalité de l'investissement, une pertinence à terme, surtout quand on s'oriente vers une transmission. Très clair. Peut-être un mot de la fin, Maître, justement pour conclure cette première écoutez, table. moi j'espère que le LLI va connaître ses heures de succès, et c'est déjà un succès au bout de 10 ans. Mais c'est vrai que cet élargissement du champ d'application est bienvenu dans un contexte où le marché du logement est quand même en crise, et que là, on a une solution pour pouvoir donner accès à des logements, à des ménages modestes et d'autres d'ailleurs. Et avec un territoire qui a besoin de logement. Exactement. Et on va voir effectivement avec la table ronde suivante, comment on arrive à présenter ça auprès des clients. Est-ce que ça fonctionne? On va avoir deux professionnels de la gestion de patrimoine avec nous.
Avant cela, bien, je vous propose de se retrouver dans l'espace atelier. C'est le bouton situé sur la gauche de votre écran. Vous avez 2 ateliers durant lesquels, à l'intérieur desquels on va vous présenter 2 opérations ou plusieurs opérations justement de chez Green City Immobilier. Vous avez du Toulouse, vous avez de l'Île-de-France. Et on se retrouve ici dans 10 minutes avec notre deuxième table ronde. À tout de suite et merci à tous les 3. Merci.
Eh bien voilà, nous voilà de retour en plénière pour notre table ronde justement, retour d'expérience avec 3 professionnels justement aguerris et qui connaissent parfaitement justement les problématiques clients et qui se sont mis au LLI. Et donc la question là qu'on va se poser pendant cette table ronde, c'est comment présenter efficacement, quels sont les premiers résultats, quels sont les éléments de langage, quelles sont les objections qu'on peut avoir. On va essayer de traiter tout ça en 20 minutes avec nos invités, à commencer par Céline Hardy. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes fondatrice du cabinet Hardy Conseil et ravi de vous avoir. Gilles Cric, bonjour Gilles. Bonjour. Fondateur associé du cabinet Essor Conseil. Et Loïc Sauvage, bonjour Loïc. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Directeur général délégué de Green City Immobilier. Merci à tous les trois. On va essayer effectivement d'être efficace et synthétique pour faire ce premier retour d'expérience depuis la mise en place du LLI. Mais quand même, on commence ensemble, Loïc. Comment vous avez vécu cela, vous, chez Green City, grand spécialiste du Pinel historiquement? Comment vous avez vécu cette mutation au niveau du commerce? Alors, on a intégré, effectivement, il y a eu une période d'intégration, d'assimilation de ce dispositif LLI. Au niveau du commerce chez Green City, on s'est mis en place en action durant l'été, même si on n'avait pas encore, ça a été dit tout à l'heure, le retour du rescrit. Mais durant l'été, il a fallu assimiler ce dispositif. Alors assez simple, bien entendu, puisqu'on a la TVA à 10%, bien entendu, et la taxe foncière qui est remboursée sous forme de crédit d'impôt. Encore fallait-il que ça tourne en termes d'efforts d'épargne. Alors je sais que durant l'édito, Stéphane Aubé en a un peu parlé. On n'oublie jamais dans nos métiers, dans beaucoup d'activités commerciales, que c'est les clients qui nous font vivre. Encore fallait-il que l'effort d'épargne supportable par les clients fonctionne. Oui. Et c'est vrai que dans l'État... Que ce soit attractif. Attractif. On avait des simulations où au départ, on était à 700, 800 euros d'effort d'épargne. Ça ne fonctionne pas. Donc il y a eu un gros travail de fait. Et encore une fois, Stéphane en a parlé, mais c'est vrai qu'il faut mesurer l'effort qui a été fait par Green City Immobilier et l'ensemble de la profession pour rendre ce produit attractif. Donc bien sûr qu'il y a l'impact de la TVA. On passe de 20 à 10% de TVA, mais bien sûr des efforts au niveau des coûts chantiers, des efforts au niveau des renégociations foncières. De redesigner aussi de redesigner, logements. Et tu as raison, tout à fait raison, puisque Green City, nous, on a beaucoup travaillé sur le dispositif Pinel+, qui nous demandait notamment, sur l'exemple des T2, de travailler sur des superficies de 45 mètres carrés à minima, et on est revenu sur des superficies type Pinel de 40 mètres carrés. Et c'est vrai que ces 5 mètres carrés d'écart nous permettent d'avoir des prix en termes de chiffre d'affaires beaucoup plus acceptables pour faire tourner nos simulations. Donc c'est vrai que Green City, on s'est mis en place très tôt, dès l'été 2024, avec un simulateur intégré maintenant face à tous les lots qu'on peut proposer à la distribution. On a mis en place des méthodes de tram, de vente, de présentation commerciale, des masterclass. Et je profite effectivement pour ceux qui nous écoutent, qui souhaitent intégrer nos process de formation. On est vraiment, on les accueille avec grand plaisir. Et ensuite, puisqu'on essaie de ne pas faire les choses à moitié chez Green City, on a proposé un système de statut, de parcours digital client, jusqu'à proposer un statut de constitution de SCI, que ce soit à l'IS ou à l'ER, intégralement digitalisé avec un parcours client digital. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça répond à 70% des cas de figure. Après, chaque cas peut être différent. Et on a, bien sûr, dans notre escarcelle, à notre disposition, et les conseillers qui nous entourent aussi, beaucoup de conseillers en patrimoine, des notaires ou des experts comptables qui peuvent aller sur des cas un peu plus spécifiques. Mais c'est vrai que dans 70% des cas, notre parcours digital correspond à la clientèle que nous rencontrons au quotidien. Claire, merci pour ce mot d'introduction. Céline, vous êtes une grande spécialiste de l'immobilier d'investissement et en préparant cette émission, vous aviez un enthousiasme débordant autour du LLI. Est-ce que vous pouvez nous le partager ce matin? Oui, alors en fait, c'est très simple. Comme tous les CGP, de voir la loi Pinel disparaître a été un grand vide. Et à savoir en fait que travailler avec tous les promoteurs, on a la possibilité, mais maintenant de travailler avec les promoteurs en fait qui mettent en place surtout des solutions à venir, en fait on n'en a pas beaucoup. Et que je suis très contente en fait d'avoir été partenaire avec Green City au tout départ pour pouvoir tester en fait ce nouveau produit LLI. Qu'est-ce qui vous plaît dans le LLI, vous, en tant que professionnel? C'est très simple. Aujourd'hui, pour moi, on n'a plus de problématique en fait de fin de loi. On n'aura plus justement en fait à
à se réinventer tout le temps en permanence, puisque c'est quand même déjà depuis, enfin moi ça fait 20 ans que je fais ce métier, et c'est vrai que des lois de défiscalisation, on en a eu plusieurs. Pas mal. Et donc, bon, à chaque fois, c'est une réadaptation, c'est un discours qui doit être modifié, c'est des explications, c'est des schémas pour nos clients. Et nos clients, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la clarté dans les explications. Là, on a un produit, en fait, qui est clair, qui est simple, où on n'a pas besoin, en fait, d'être face à quelqu'un qui paye beaucoup d'impôts pour pouvoir lui proposer un produit. On va pouvoir, en fait, proposer un produit bien monté avec des prix qui ne nous font pas honte, si je puis dire, puisque aujourd'hui, en fait, on retrouve des prix de vente qui sont très corrects et qui ne dépassent pas le prix de leur acquisition en résidence principale. Et donc, du coup, en fait, qui sont vraiment en se disant que on aura peut-être une potentielle plus-value à la sortie parce qu'on achète déjà moins cher que le prix d'achat. Et ça, c'est un vrai soulagement, en fait, pour pouvoir proposer à nos clients. Donc, un produit extra. Claire, Gilles, pareil. Gilles, tu as connu quand même quelques lois, on l'a dit. Et ce qui est intéressant, enfin, ce qu'il y a, c'est que peut-être que Pinel, c'est lié à faciliter le conseil, ce que disait un peu Stéphane en introduction. Et là, ça remet le conseiller au centre dans le côté la pédagogie qui doit être amenée, mais aussi peut-être 2 mots sur l'attractivité aussi côté client du. Alors, en tant que professionnel, pour répondre un petit peu comme Céline, parce que du coup, moi, ce que je trouve qu'en tant que professionnel, c'est pratique parce que la SCI, elle est très bien abordée par les clients. Enfin, ils aiment beaucoup la SCI, ce que disait Stéphane. Bonne image, une bonne image. Okay. En tant que professionnel aussi, on n'a pas de concurrence. Pendant des années, on a eu quand même une grosse concurrence avec les banques, avec les bulles de vente. Je pense elles n'y sont pas, les banques, pour le moment. Là, elles n'y sont pas, il n'y a personne. Le terrain, il est tout Même seul. Les banques spécialistes de l'investissement, Alors, et comment ça arrive. Elles s'y mettent là depuis quelques jours. Ouais. Et puis, on va peut-être faire des nouveaux venus en faisant cette émission. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas de concurrence, donc ça, c'est sympa. Il n'y a pas de plafond. On n'a pas de plafond d'investissement. On se retrouve quand même aussi avec des gens qui ont des holdings, des SCI, où ils ont des grosses capacités d'investissement. Donc, on ne sera pas limité par 300 000, on ne sera pas limité par les 10 000 euros des niches fiscales qui nous ont mis des bâtons dans les roues parce qu'on avait les femmes de ménage ou autres. Donc, en tant que professionnel, c'est hyper pratique. Et les clients ont une vraie appétence. L'immobilier, ça reste de la pierre, l'effet de levier du crédit. Les gens, ils aiment ça. Ça, c'est pas arrêté parce que la Pinel s'est arrêtée. Les clients, ils se disent pas, je ne vais plus faire d'immobilier. Hein. C'est pas vrai. Ils ont envie. Et Céline, vous disiez en préparant l'émission que vous êtes, au fait, vous avez fait votre chiffre de l'année dernière déjà. Oui, c'est ça. En fait, ce que j'ai fait l'année dernière, je l'ai fait en un trimestre. Et c'est juste, en fait, très simple à présenter. Les clients nous attendent. Il y a des gens qui ont besoin d'investir dans l'immobilier, puisque préparer la retraite, ça restera toujours un sujet. Pouvoir transmettre aux enfants. Et ça, en fait, on a un produit en fait, qui nous permet de l'acheter moins cher que le prix de marché, de pouvoir neutraliser si on le souhaite, et de pouvoir transmettre à nos enfants hors droit de succession en faisant du démembrement de parts. Tout est là. C'est-à-dire qu'on a un produit qui est excellent, en fait, à commercialiser, qui est très plaisant et qui est très bien reçu par les clients. Pareil, au niveau du cabinet, il y a les chiffres, ça commence à bien prendre depuis mars. Il a fallu qu'on s'adapte aussi, qu'on adapte le discours. On se fraude un petit peu, donc ça c'était vraiment... Et puis il fallait faire une croix, comme on disait, sur le Pinel, parce qu'on l'a beaucoup utilisé, et d'autres dispositifs. Mais là, en fait, on a une nouveauté aussi, parce que le Pinel, c'est le dispositif qu'on a eu le plus longtemps. Il faut savoir que les Périsols, c'était 3-4 ans, Robien, Borloo, tout ça, ça a duré des courtes durées. Ils les ont même réformés. Pinel, ça a été très long. Aujourd'hui, on a une nouveauté. Les gens aiment bien la nouveauté. Le marché était un peu essoré, avec une image qui n'était pas forcément idéale. Les clients connaissaient. Puis on arrivait, on disait, je sais ce que c'est que le Pinel. Là, le LLI, on est tranquille. Hein. On a une vraie explication, on a un vrai rôle de conseiller de gestion de patrimoine. On se remet vraiment au centre du village pour aider les clients. Et pour les clients, si je peux compléter, pour les clients qui ne connaissent pas, en fait, qui n'ont jamais investi, le gros avantage, c'est qu'en fait, ils ne regardent pas ce qui était disponible par le passé. Aujourd'hui, ils veulent une explication de qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec... en comparaison Pinel. Exactement. Très bien. Bon, on va voir comment vous pitchez côté client. Peut-être une première synthèse, justement, par rapport au marché. Quels sont peut-être les chiffres côté Green City? Et il y a quand même... donc, on a 2 convaincus, mais quand même une grande frange aussi de la population historique qui était dans l'immobilier d'investissement, qui s'y mettent doucement, quoi. Qui s'y mettent, Philippe. On a chaque semaine entre 4 à 6, 7 cabinets nouveaux qui font leur première réservation. Je parle de cabinets en gestion de patrimoine en logement locatif intermédiaire. Chez Green City, ça représente un peu plus de 45% du chiffre d'affaires depuis le début de l'année. En chiffre, ça fait un peu plus de 330 réservations qui ont été faites en logement locatif intermédiaire.
Chaque dossier a des stades d'avancement un petit peu différents. On a déjà passé nos premiers actes. On est à 5 actes ou 6 actes. On est pour la plupart en process d'établissement de réception des cabis, puisqu'il nous faut forcément des cabis pour faire éditer les offres de prêt au niveau des organismes bancaires. On en a parlé tout à l'heure. Ça y est, la plupart des banques nous accompagnent sur des financements 20 ans, voire 25 ans, avec des différés de 2 ans durant la période de chantier, sans apport. Donc c'est vrai que ça a été aussi une croisade qu'on a pu mener, alors au début tout seul, et puis après les confrères promoteurs nous ont accompagnés au niveau des établissements bancaires pour que les financements soient pratiqués au niveau des cellules particulières et non pas des engagements de société au niveau des cellules bancaires. Donc ça fonctionne. Donc voilà, donc un process qui est éprouvé maintenant, parce que j'avais entendu dire produit de niche, non, pas du tout. Là, rien qu'à l'échelle de Green City, on voit la volumétrie, on voit que les clients, ça leur plaît. Parler de SCI, ça leur plaît, ou de toute forme de personne morale, j'insiste là-dessus. C'est valorisant et ça remet, bien entendu, le conseiller en patrimoine au centre de la relation client. Voilà. Je reviens juste sur l'effet prix. J'insiste vraiment là-dessus. C'est vrai qu'on nous a beaucoup taxé les promoteurs. Le promoteur a toujours un prix de revient avant d'être un prix de marché. Et c'est vrai qu'on a fait tous des efforts considérables, mais l'impact prix est très très important. C'est la première fois, moi depuis 30 ans que je fais ce métier, qu'en investissement locatif, on a un prix qui est inférieur au prix du marché en résidence principale. Ce qui s'explique notamment par les meilleures négociations sur le foncier, parce qu'en fait, on a un marché qui est en crise, disons-le. Voilà. Et donc, du coup, vous êtes mieux sur la négo, sur le foncier, mais également sur la partie travaux, ce que disait Stéphane en intro. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que, a priori, moi, je ne sais pas quelle va être la destination de commercialisation du logement. Donc, le T3 peut être commercialisé en LLI ou en résidence principale. Donc, l'impact prix validé par le notaire montre déjà que le client il fait une bonne affaire à l'acquisition. Et si je compare les T2 zone A, où on devait être à 245 250 000 euros il y a quelques semaines en Pinel Plus, aujourd'hui on est à 205 000. Donc c'est plus de 10% de remise. C'est 15% Là, on est sur le prix, on n'est pas sur le pas prix. de la TVA. Mais l'impact prix qui était souvent une objection qu'on pouvait avoir auprès du fait des professionnels et des clients eux-mêmes, aujourd'hui on n'a plus du tout cette objection. On a l'inverse. Du tout. On a l'inverse. Comme je disais, le Pinel c'est cher. On surpaye parce qu'il y a l'avantage fiscal. Voilà. Et là, ils ont un avantage qui baisse le prix par rapport, par rapport à la résidence principale. Tout à fait. D'ailleurs, on n'a plus, en fait cette objection. C'est-à-dire, oui, mais alors on m'a dit en fait que quand je fais de la défiscalisation, je paye plus cher que le prix de marché. Or, là, on n'a plus du tout cette objection. Le client devient institutionnel puisqu'il investit au même prix que la Caisse des dépôts et que les grands institutionnels. Ça, c'est un argument que... Il n'achète pas un immeuble, il achète un appart. Nous, on essaye. Non, mais après, et puis un truc très, très pratico-pratique pour les CGP. Là, en ce moment, on est en train de manger toutes les déclarations d'impôts pour ceux qui accompagnent. Quand on fera du LLI demain et ce qu'on fait aujourd'hui, on n'aura pas de déclaration. C'est le comptable qui va s'en occuper. Donc, on va complètement se tourner vers notre business. Et d'accompagner le client et de faire les montages. Mais là, on faisait les déclarations parce que c'est nécessaire. Et aujourd'hui, quand les gens faisaient du Pinel, on en récupère plein. Ils ne savent pas faire leurs déclarations. Donc, ils ont perdu des années d'avantages fiscaux. Là, c'est le notaire qui va leur certifier dès le départ. Ça, c'est réglé. C'est sûr. Et c'est figé. Et c'est figé. Et c'est bien un virement du Trésor public. À l'acquisition, effectivement, je bénéficie de 10% de TVA. Et après, c'est un virement du Trésor public. Donc, c'est figé dans le temps, ça. Et par le comptable. Voilà. Et par le comptable. C'est pas nous qui devons faire, ou le client qui doit se débrouiller tout seul. Parce qu'aujourd'hui, le client qui a acheté avec la banque, il fait ses déclarations tout seul. Il rame tout seul. Et si on doit synthétiser justement et profiter de votre présence à tous les deux ce matin, moi je suis un client, Céline, qu'est-ce que vous me dites pour me convaincre d'investir et dire que voilà, le LLI, c'est la bonne solution pour justement se constituer du patrimoine pour un complément de revenu à la retraite? Alors la première chose, c'est déjà vous allez investir en fait dans l'immobilier neuf. Et donc du coup, pendant 15-20 ans, vous serez tranquille. Pas de travaux, pas de rénovation, pas ce genre de choses, pas de surprise. De louer, on n'est pas interdit de louer si c'est mauvais. Par rapport à la loi climat. On achète un prix plus bas que le prix de marché. Donc déjà, en fait, on n'est pas surcoté. Plus bas parce que conjoncture actuelle où on a quand même des prix qui sont travaux. Et il y a le côté où ça va peut-être pas durer comme ça. Bien sûr, on est dans une phase aujourd'hui d'achat. On n'est pas dans une phase de revente de l'immobilier. Pourquoi ? Parce qu'on a très peu d'acheteurs et qu'on a beaucoup de gens en fait qui souhaitent se loger. On entendait tout à l'heure sur le premier tour de table qu'effectivement il y a besoin en fait de logements en France. Donc tant qu'on aura l'offre et la demande, on a besoin de créer du logement.
on a aujourd'hui cette possibilité de le faire et qu'on paye des impôts, qu'on ne paye pas d'impôts, eh bien, je vous invite vraiment à pouvoir le faire. Si vous le souhaitez, c'est d'acquérir aujourd'hui, soit en mettant de l'apport, soit en faisant financer la globalité et de pouvoir en fait avoir un produit qui sera payé au terme pour pouvoir le transmettre à vos enfants parce qu'ils auront peut-être besoin d'un petit coup de pouce, peut-être qu'on aura besoin de vendre plus tôt pour pouvoir aider son prochain. En tout cas, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi intéressant que d'investir dans l'immobilier. Claire, donc on a effectivement l'effet marché-prix que nous expliquait Loïc, on a l'effet TVA, on a, on l'a évoqué sur la table ronde, la taxe foncière, qui est souvent en fait oubliée, qui avait été un peu mis de côté sur les simulations Pinel. Aujourd'hui, il y a un vrai effet. Si on regarde sur les 10 dernières années, ça peut représenter 20 à 30% d'un prix, du prix de l'immobilier. Ça dépend des zones. Oui, ça dépend des zones. Ça dépend des zones. Mais peut-être deux mots là-dessus, sur le foncier, l'économie sur la taxe foncière. Est-ce que vous le mettez vachement en avant, du coup? Ça améliore la simulation, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire à un client à la fin, c'est combien ça coûte. Ouais. Quand tu vas vouloir acheter, tu vas nous dire, mais combien je dois mettre chaque mois, parce que c'est pas gratuit l'histoire. Bah, ça va venir participer à la baisse de l'effort. Et les clients, comme ils ont des holdings, des SCI aussi, peuvent mettre des apports un petit peu plus conséquents. Donc soit on met plus de biens, soit on a un effort qui est même minoré par rapport au Pinel. Ça dépend comment on le monte. On ne le vend pas tout à fait pareil. D'autant plus que la taxe foncière, comme je le disais tout à l'heure, elle fait qu'évoluer. Et ça, en fait, le client, il peut que valider, en fait. C'est une réalité. Mais peut-être pas suffisamment conscient. C'est là où on doit lui mettre quand même. Ça veut dire qu'en réalité, sa participation, elle peut que venir en diminution. Elle va régresser, en fait, parce que les loyers vont augmenter. Leur mensualité de prêt sera toujours la même. Ça veut dire qu'en fait, ils vont avoir aujourd'hui une participation claire et nette qui va être dégressive dans le temps. Et donc ça, il n'y a pas de surprise pour nos clients. On ne pourra pas nous... Ça incite à la conservation, puisque le débat, ça va être de dire qu'il faut le garder 15 ou 17 ans. Comme l'effort va baisser dans le temps, c'est pas douloureux de le garder. Le Pinel, plus on a avancé dans le temps, plus ça augmentait. Et on ne parle même pas de l'érosion monétaire, qui fait que 300 € aujourd'hui et 300 € dans 10 ans n'auront pas la même valeur. Bien sûr. Loïc, un mot. Je cite quand même Samuel dans le chat qui dit « N'attendez pas d'acheter de l'immobilier, achetez de l'immobilier et attendez ». Ça méritait quand même d'être tout à fait, et je suis tout à fait en phase avec ça. Moi, voilà, pour l'inviter, Samuel, mais je reviens sur des questions qu'on a souvent de cabinets qui me disaient, moi, Loïc, les clients, je les capte aussi parce qu'ils souhaitent économiser de l'impôt. Et donc, il y a ce passage de témoin entre je captais de la clientèle, Pinel Plus, voilà la solution pour payer moins d'impôts. J'aimerais juste, si possible, révéler que... Non, le gain d'impôt n'a jamais été une fin en soi. C'est-à-dire que, autant que je m'en souvienne, c'était un moyen pour arriver à une fin. Suite à une découverte client, quand même, c'est la protection de la famille, c'est la transmission, c'est un placement sûr et rentable, etc. Et après, quand on fait... Alors, moi, j'ai appris avec les camemberts, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est savoir qui paye quoi. Et donc, quand on fait des camemberts à 12 ans, 15 ans ou 20 ans, on voit bien que les simulations tournent très bien en logement locatif intermédiaire. Encore une fois, la découverte client va révéler ce qu'on... Là, je pense, je ne suis absolument pas conseiller en patrimoine, et sur quoi vous allez orienter. Mais encore une fois, l'économie d'impôt était non pas une fin, mais un moyen pour constituer un patrimoine immobilier à moindre coût. Claire, Céline, rapidement. Si je peux compléter rapidement. C'est juste que très souvent, en fait, on vendait, enfin pas moi, parce qu'en fait, c'était pas mon objectif, mais de dire, en fait, on allait faire de la défiscalisation, vous alliez payer moins d'impôts. Ouais. En réalité, c'était un leurre, puisque en fait, cette économie d'impôts venait pour payer en fait un bien. En réalité, on faisait, je dirais, en fait, une optimisation d'opération. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle nous coûte le moins cher possible. Mais ce n'était pas en fait quelqu'un qui paye 15 000 € quand on lui fait économiser 4 000 €. On ne le fait pas optimiser. Donc, c'était pas voilà. Avec. Claire. Donc, deux questions pour tous les deux. En termes de renta, les simules, est-ce que ça tourne, Gilles? À la fin des fins, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que je fais un investissement, est-ce que... Ça tourne très bien. Après, on retombe les mêmes profils clients que sur de la Pinel. Et on en a encore plus, je le rajoute, je le redis. Les SCI à l'IS, les holdings qui peuvent investir qu'on n'avait pas dans le spectre du Pinel classique, Pinel Plus.
Vous confirmez, du Mais coup, sur les rentas, les simulations les participations sont quasiment similaires. Alors moi, j'ai jamais... Là, vous parlez de l'effort d'épargne. L'effort d'épargne, la participation résiduelle, en fait, pour le coût Mais vraiment... peut-être de préciser, peut-être qu'on regardait un peu trop les premières années côté Pinel, et si on Pas lissait cher. l'ensemble, on est pareil. Mais exactement, c'est la ça. problématique, c'est on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, en fait. Mhm. Aujourd'hui, on a une participation qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, allait être dégressive. Avant, on faisait une simulation optimisée sur 9 ans pour que ça rentre et que ce soit le moins coûteux. Mais on sait très bien qu'en règle générale, les gens revendent à peu près vers 16-17 ans un bien immobilier. Ça veut dire qu'ils le conservaient, ça veut dire que leur participation réelle était bien plus supérieure qu'une simulation sur 9 ans. Il faut amortir le crédit. Il faut que ça dure au moins une quinzaine d'années. C'est la conservation, comme C'est ça. Voilà. Céline. On parlait de chiffres, justement. Loïc, vous êtes venu avec quelques chiffres, peut-être de les partager, comme le temps tourne. Oui, bien sûr. Ça amuse tellement. Alors, on s'est juste amusé. Alors, c'est encore une fois, comme tout exemple, toute simulation, ça peut prêter à discussion. Ceci dit, on est parti d'un appartement aujourd'hui que nous commercialisons en LLI à un prix de 194 900. On s'est amusé à le convertir tout simplement en TVA à 20 pour proposer 212 600 €. C'est pour ça que c'est assez précis, qui correspondrait à un lot Pinel, puisque la superficie du logement du LLI aujourd'hui est de 40 mètres carrés. On a pris un taux de crédit moyen de 3,20 sur 25 ans, une ADI de 2 € tous les 10 000, donc 0,24, une mensualité de crédit qui nous est donnée d'un côté et de l'autre, le loyer. On a revalorisé le loyer de 1,5 par an dans les deux cas de figure. Alors voilà, on a fait une moyenne des charges globales de gestion de syndic, 20% du loyer, donc peu au prou, mais dans les deux cas de figure, c'est identique. Des frais comptables annuels, bien entendu, en LLI, et vous voyez qu'on arrive à une épargne moyenne lissée qui est sensiblement inférieure en LLI qu'en Pinel. C'est un peu ce qu'évoquait à l'instant Céline. C'est sûr que là, on s'arrête, on fait un état des lieux à 15 ans. C'est une image, une photographie à 15 ans. Et bien entendu, on a ce phénomène de revenus fonciers positifs sur lequel on va voir la fiscalité. Mais c'est vrai qu'en LLI, l'exemple est beaucoup plus avantageux. Alors, j'évoquais les fameux camemberts. Pour moi, c'est extrêmement parlant. Alors, je reste un commercial, hein, et je fais quelques rendez-vous chaque année, mais c'est vrai que ce qui est frappant, je pense que ça, il faut véritablement l'intégrer, c'est quelle est l'épargne résiduelle, quel est l'effort d'épargne résiduelle du client investisseur. Et on voit bien sûr, si on réintègre l'économie d'impôt, qu'il est sensiblement le même aujourd'hui en LLI qu'en Pinel à l'époque. Voilà. Petit exemple, juste pour conclure, là, sur un programme que nous venons de sortir chez Green City à Quinte-Fonce-Grive face à une magnifique clinique, une résidence co-living. Voilà, donc là, on a essayé d'optimiser un petit peu pour un client qui montrait une SCI à l'IS avec des paramètres que vous voyez tout comme moi. On arrive à 290 € par mois. Donc c'est vrai que ça en effort d'épargne moyen, image arrêtée sur 15 ans, et qui va ne faire que décroître finalement, comme on le disait à l'instant, puisque le loyer va augmenter et la participation de la taxe foncière que je me fais rembourser va également augmenter. Donc voilà, et c'est vrai que là, on commence, on a, comme le disait Gilles à l'instant, on a typiquement pour 80% des cas la clientèle identique que ce qu'on pouvait connaître chez Green City Immobilier en Pinel ou en Pinel Plus. Cependant, on commence à avoir des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants, des professions libérales qui s'intéressent à ce dispositif parce qu'ils ont bien intégré le prix déjà, la bonne affaire dès l'acquisition chez le notaire, et en plus parce qu'ils disposent de comptes courants et ils placent leur liquidité dans ce type d'investissement. On n'est pas plafonné. J'insiste là-dessus. On peut en faire plusieurs. Voilà, surtout sur des petits logements comme ça, des petites surfaces en co-living. Voilà. Des petites surfaces, et puis ça peut être liquide du coup, parce qu'on pourra se séparer d'un. Voilà, tout à fait. Super clair. On a dépassé le temps prévu, mais je pense que c'est passionnant. Il y a beaucoup de commentaires positifs. Peut-être un petit tour de mots de la fin, justement, pour voilà, de conclusion, pour donner tout le bien que vous pensez, justement, de ce LLI. Gilles, et le conseil, peut-être. On a beaucoup parlé Pinel. Pinel, c'est fini, donc on n'en parle plus. Comme on est passé un jour de Duflo à Pinel, on s'est adapté. Il faut s'adapter. L'immobilier continue, et c'est une super solution. Donc, profitez-en. Le financement, on l'a évoqué rapidement, mais ça finance les banques. On a nos sorties de crédit, on est en train de passer nos premiers actes. On a fait une trentaine de résas, nous, sur ce type de projet. Donc voilà, et surtout, on s'ouvre vraiment vers les sociétés, où là, il y a un très, très gros marché et une forte demande, parce que les comptables, depuis des années, incitent les holdings à se remplir pour ne pas payer trop d'impôts sur le revenu. Donc les holdings sont garnis, donc elles ont de quoi faire l'investissement. Très bien.
Céline, peut-être un mot sur le frein principal peut-être que vous avez rencontré côté client, sur quelle est l'objection sur laquelle vous pouvez peut-être partager Gagner votre... du temps, il n'y en a pas. J'en ai pas. Mais non, en fait, je suis vraiment là pour dire en fait que je suis très très contente en fait de pouvoir avoir démarré très tôt et ne pas attendre de voir ce qui peut se passer et de laisser passer le temps. Vaut mieux pas dans le contexte politique actuel. Exactement. Mon cher Loïc, le mot de la fin vous revient de cette table ronde. Le mot de la fin, nous, moi j'incite tous les cabinets qui nous regardent à participer à nos échanges, à nos masterclass qui vont durer sur une demi-journée tout simplement, soit en physique, soit en e-learning, bien entendu, et avec grand plaisir. Et encore une fois, on évoquait les freins, etc. Donc on en a ressenti, bien entendu, mais pour tout ce qui va être question juridique, administrative, on est extrêmement bien entouré pour des clients qui auraient des questions, voilà, où gratuitement on fait intervenir des notaires ou des experts comptables en visio pour vous accompagner, voilà, hein, encore une fois. Donc on est vraiment à votre disposition et ça fonctionne très bien. Voilà, c'est un process maintenant qui est complètement épuré et on commence vraiment à bien travailler le LLI et au contraire, allons-y ensemble. Rodé même. Eh ben, bravo à Green City. Merci. Vous avez été du coup les précurseurs et vous avez soulevé justement le LLI. Et aujourd'hui, on l'a dit en introduction, beaucoup de promoteurs nationaux s'en emparent et tant mieux. Oui. Et merci à tous les deux. Merci d'être venus sur le plateau et de partager l'ensemble de vos retours d'expérience. Vous l'avez compris, le LLI, c'est nouveau. Ça mérite clairement de s'y intéresser au minimum et de se forger un avis très précis. Les avantages sont nombreux. On les a cités au cours des deux plateaux. Ça replace également le conseiller au centre du débat et vous avez un effet d'aubaine lié au contexte de marché. Donc, le seul conseil, c'est intéressez-vous au sujet, et notamment vous avez les équipes de Green City qui sont présentes pour justement de la formation et vous aider également non seulement dans la compréhension mais dans la mise en application sur le terrain auprès de vos clients. Et donc vous avez un lien dans le chat qui apparaît si jamais vous voulez prendre rendez-vous avec les équipes. Vous avez également un lien pour réagir, pour ceux qui ont l'habitude de nos formats, réagir sur le post célébration de notre événement, le post LinkedIn. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous. Vous avez été, je pense, plus de 400 au total connectés ce matin avec nous. Merci pour votre présence. Et il y avait beaucoup de questions sur le replay. Je crois que, commentez sur le post LinkedIn, replay ou Green, et on vous adressera le replay de la matinée. Merci encore à toutes et à tous. Abonnez-vous à la page LinkedIn de Green City et on vous dit à très bientôt. Au revoir.